Alors merci pour la présentation et le rapport. C'est un sujet majeur, hein. C'est vraiment hyper important d'avoir des éléments factuels. Et, le rapport rend compte d'une densification qui est inquiétante, hein, je le dis comme ça, de façon assez directe. C'est désormais un fait établi que l'environnement spatial est de plus en plus saturé. Et l'exemple de Starlink, vous l'avez cité, est généralement l'exemple, hein, pour exemplifier tout ça. Alors il est frappant et pour tout dire, très regrettable de constater que pour l'instant cela ne suscite pas davantage un débat public à la mesure de cette menace que je qualifierais d'existentielle. Existentielle car cette prolifération a des impacts sur la soutenabilité des usages les plus vitaux de l'espace, science utilisatrice des technologies spatiales, évidemment l'astronomie, mais aussi l'astronomie au sol, hein, avec les observatoires, les observations routinières de la Terre, Copernicus a été cité, mais aussi les télécoms, la géolocalisation par satellite, etc. etc. quoi. Donc là, il faut sécuriser ces opérations et contrôler le développement. J'ai 3 commentaires et 2 questions. Je serai peut-être un peu long, Monsieur le Président, mais je pense que c'est important aussi d'avoir un moment d'échange là-dessus. Premier point, un commentaire, je pense qu'il faut vraiment assurer un financement d'une recherche fondamentale et indépendante sur les impacts environnementaux de ces développements. Je prends un seul exemple de chantier. Il y a des alertes qui sont de plus en plus lancées à propos des rentrées dans l'atmosphère. Les étages supérieurs de fusées et les satellites hors service ne disparaissent pas comme par miracle, hein, par une décomposition magique. Il y a des éléments, en particulier l'aluminium, qui sont présents dans les structures des engins spatiaux et qui stagnent après vaporisation dans la stratosphère. Et lors de leur rentrée, leur combustion engendre des vapeurs métalliques qui se condensent dans des particules d'acide sulfurique très polluantes. Ça stagne. Donc l'effet de ces aérosols dans la dégradation de l'ozone stratosphérique est de plus en plus étudié. Il y a des recherches là-dessus, hein. Et c'est un exemple parmi d'autres, hein, sur lequel on doit vraiment mettre de l'argent et de la recherche. Deuxième point, sur la connaissance et la surveillance du trafic, vous l'avez évoqué, et notamment des débris de la pollution spatiale. Là, il y a aussi une nécessité d'avoir des données fiables, indépendantes, intègres, pour suivre les évolutions du paysage technique déployé. Et là, je prends un exemple quand même avec SpaceX. Alors là, c'est à leur bon vouloir, hein, les données qu'ils transmettent, et ça compromet en puissance un trafic optimal et sûr de ces systèmes qui vont devoir cohabiter et manœuvrer ensemble en évitant les collisions que vous avez évoquées, hein, qui pourraient engendrer des réactions en chaîne. Un autre commentaire sur les standards de conception et de fabrication chez les satellitiers et du contrôle réglementaire de la qualité de ces systèmes. C'est un espace Fordis, hein, qui se développe sous couvert de modernité et de références chic au New Space, hein. Un espace qui est surpeuplé de satellites low cost, softwareisé. L'idée est intéressante. On est loin des satellites sur mesure, hein, qui étaient des véhicules d'une R&D de luxe, de missions notamment géostationnaires, qui étaient fiables et robustes et qui pouvaient déployer des activités pendant 10-15 ans. Là, on a affaire à des Starlink, des V1 ou les futurs V3. On passe de 250 kg à près d'une tonne 5 l'unité. C'est des satellites qui sont obsolescents et qui sont conçus pour être obsolescents. Et là, on passe littéralement du modèle 3 au Cybertruck, hein, bientôt, hein. Donc en termes de tonnage, ça va être terrible, avec le Starship qui pourrait peut-être un jour être opérationnel. Et là, d'un coup, c'est 100 tonnes qu'on déploie. 100 tonnes, 60 satellites V3 qui vont être envoyés. Et ça, c'est la vocation principale du Starship, hein, qui fait fantasmer tout le monde. Ça, quand même, ça pose des grosses questions. Et c'est l'essentiel de son business model. C'est pas d'aller sur Mars, personne n'y croit. Ça, c'est pour divertir. Un des enjeux, c'est donc de contraindre les industriels et à respecter des normes plus strictes. Et sans doute, la constellation Iris-Carré que vous avez évoquée pourra honorer des exigences de fabrication, de certification de qualité qui sont formidables, et moi je pousse pour Iris Carré, mais cette démonstration de vertu technique, ça devrait être le seul chemin possible pour tous les industriels à l'échelle du globe. J'ai 2 questions très ouvertes maintenant. Une question sur la régulation internationale qui est soulevée dans les recommandations. Moi, je ne peux qu'y souscrire, mais comment mettre en place et faire respecter des normes contraignantes en matière de lancement et d'usage des missions quand les plus forts imposent leurs standards? Là, c'est le cas de Starlink. C'est un peu le fait accompli en permanence. Ils accaparent les fréquences, ils écrasent la concurrence, bref, ils saturent l'espace dans l'indifférence de l'idée même d'une régulation à l'échelle internationale. Donc, quelle peut être la réponse à adopter dans ces conditions? Comment discipliner les marchands d'Internet spatial quand leur activité est promue comme l'horizon indépassable de la connectivité et par ailleurs, ça c'est le cas de Starlink, l'expression d'une puissance géostratégique. Là, on n'a pas utilisé le M-word, Elon Musk, avec des usages clairement militaires de ces systèmes, notamment Starshield. Il y en a 135 qui ont été satellisés l'année dernière. En Ukraine, voilà. Et dernier point, s'agissant du lien entre l'alerte scientifique, notamment des astronomes, et merci aux astronomes de faire le travail, et la mise en œuvre d'une stratégie politique contraignante. Donc la communauté astronomique s'est mobilisée via l'Union astronomique internationale, des cénacles, des rencontres avec Starship, avec SpaceX, pour contester ce passage en force. Cela a permis d'atténuer les dégâts,
Mais depuis lors, malgré diverses initiatives que vous avez rappelées, la mobilisation s'essouffle quand même, parce que les États ne sont pas suffisamment forts sur ces questions. Ne serait-il pas utile que d'une façon ou d'une autre, la communauté scientifique, via l'Académie des sciences, mais pas seulement, le CNES aussi, qui est parfois très ambivalent sur ces questions, là je tiens à le souligner, alerte de façon plus volontaire et intransigeante au vu des menaces qui sont existentielles. L'examen de la future loi spatiale, c'est à mon avis une fenêtre d'opportunité pour taper du poing sur la table. Et j'en aurai fini pour mes remarques. Bien, merci. Je vais essayer de répondre aux divers points. Alors, sur la partie pollution chimique, je ne suis pas entré très en détail dans ces questions, mais en effet, toutes ces questions de ce qu'on appelle le black carbon, l'alumine, l'acide chlorhydrique qui s'accumule dans la tropopause. Et toutes ces questions-là sont traitées assez en détail dans le rapport. Et je suis tout à fait en ligne avec ce que vous dites. Nous manquons de connaissances dans ces domaines. Donc c'est assez mal étudié. Et on ne sait pas combien de temps ces particules vont rester dans la haute atmosphère, et c'est tout à fait préoccupant. Donc ça, c'était le premier point, je crois. Le deuxième, sur la question de comment contraindre la communauté internationale, j'ai donné l'exemple, et c'est celui qui nous est venu à l'esprit, j'ai donné l'exemple de l'Antarctique. Comment convaincre l'ensemble, la communauté de l'ensemble des pays d'une bonne pratique pour quelque chose qui est un bien commun. Et donc c'est ça qui rassemble les deux sujets. Et la seule réponse que nous avons identifiée, et heureusement nous avions quelqu'un de l'Académie des sciences morales et politiques pour nous épauler dans cet effort, c'est le fait d'avoir un travail scientifique très rigoureux qui énonce des principes. Ces principes sont traduits dans une norme ou dans des normes. Ces normes sont publiées. Certains adhèrent à ces normes. Et ensuite, ne pas adhérer à ces normes devient quelque chose de répréhensible. Mais de fait, il n'y a pas d'autre méthode que celle-là. Et donc, c'est ça qui nous fait penser que l'élément clé, et je vais revenir sur ce qui a été fait récemment dans ce sujet, c'est d'essayer, dans ce domaine, c'est d'essayer de convaincre avec des arguments de cette nature. Et bon, alors ensuite, je vous cite un mail de Luc Hay, sénateur du Haut-Rhin, qui nous a écrit à Jean-Loup Puget et moi-même en début de semaine. En effet, comme ça a été mentionné, nous avions été auditionnés par l'OPEXT. Et donc, il nous remercie des échanges et nous lui avions envoyé le document, le rapport que vous avez ici. Et donc, ce sénateur donc, nous explique que vient d'être publiée une PPRE, c'est-à-dire une proposition de résolution européenne en faveur d'une meilleure réglementation de l'espace extra-atmosphérique. Voilà. Et cette PPRE a été promulguée le lundi 20 janvier 2024. Donc voilà, cette semaine. Donc, alors c'est ce genre-là, et donc ça s'appuie sur une réflexion scientifique. Et je crois qu'il y a il faudrait engager les EPST à s'investir dans ces domaines. Il y a tout un ensemble. Vous vous rendez compte, l'ensemble des domaines qui sont concernés. Vous avez demandé, c'est la chimie. J'ai parlé de mécanique, j'ai parlé d'informatique, j'ai parlé d'astronomie. Et il y a des dizaines de sujets très fondamentaux. Donc c'est très interdisciplinaire. Ça concerne tout le monde. Ça concerne les États. Et donc je suis tout à fait en ligne avec ce que vous dites. Mais d'une certaine manière, le travail est engagé. Il faut peut-être aller plus loin qu'on avait envisagé. Je crois que c'était Alain Fischer qui l'avait proposé, qu'on interagisse avec les autres académies pour que le point de vue européen, comme dans le passé pour les réseaux sociaux, donne des normes de bon fonctionnement qui sont opposables, même si ce n'est pas actif aux États-Unis ou en Chine, qui peuvent être repris par d'autres pays. Donc il y a tout un travail à faire.
Mais encore faut-il aussi que nous, c'est lié aux autres parties de la conversation, que nous ayons les moyens de le faire et que la recherche s'investisse, française et européenne s'investisse plus dans ces domaines. Donc je ne sais pas, il y a peut-être d'autres questions que... Madame la présidente, oui. Alors, je voulais répondre très brièvement là, pour l'astronomie. En fait, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Il nous faut absolument des régulations. En fait, il manque beaucoup de régulations. Mais je voudrais quand même témoigner qu'il y a quand même une certaine bonne volonté de la part de SpaceX et des autres acteurs. Au point de vue astronomie optique, ils ont vraiment fait des efforts pour pour limiter la réflectivité du Soleil sur les satellites. Et au point de vue radioastronomie aussi, ils font des efforts d'un point de vue technique. Je dirais en 3 mots, parce que c'est quand même assez technique. C'est-à-dire qu'il y a une certaine directivité. Normalement, lorsqu'il y a une seule antenne, vous avez un grand champ. Mais là, vous avez une interférométrie locale sur le télescope qui permet d'être très directif et donc d'éviter d'arroser énormément le télescope. Vous savez qu'il y en a un grand télescope en Australie, en Afrique du Sud, à laquelle l'Europe participe, et qui prendra des milliers de kilomètres de ligne de base. Donc là, cette directivité permet de ne pas avoir trop d'interférences, puisque nous, on fait de l'interférométrie aussi, et on est sensible à une seule direction. On a quelque chose qui, en effet, même sans bouger les antennes, on a quelque chose d'électronique qui fabrique un lobe et savoir dans quelle direction on observe. Donc là, ils le font la même chose sur les satellites. Je pense qu'il y a une bonne collaboration, enfin jusqu'à présent. Donc, il faut continuer et avoir beaucoup plus de régulation internationale. Voilà. Oui, et donc ça, je suis tout à fait conscient de cet aspect, mais le fait que des très nombreux nouveaux acteurs, voilà, c'est un accord avec SpaceX, mais en effet, ce qu'il faudra, c'est une régulation. Un nouvel acteur aux États-Unis propose de lancer 100 000 satellites qui sont des CubeSats non contrôlables, etc. Il va à l'Union internationale des télécoms, il prend les orbites et les altitudes et qui ne sont pas occupées, et il installe ces 100 000 satellites. Et donc, faut-il de nouveau, dans cette étape, que les astronomes convainquent ce nouvel industriel, ce nouvel entrepreneur? Non, il faudrait une législation internationale. Et la question est comment créer une telle législation? Et apparemment, le moyen canonique, c'est un grand effort scientifique et la publication de normes qu'on ne peut pas imposer aux autres, mais voilà, qui, si elles ne sont pas respectées, pourraient entacher la réputation de ceux qui ne le font pas.